Le 27 mai 1942 à 10h30, Reinhard Heydrich, surnommé le boucher de Prague et l'homme au cœur de fer, fut assassiné par deux agents tchèques armés d'armes enrayées et d'explosifs artisanaux. Jugé irremplaçable par Hitler, Heydrich, troisième personnage le plus puissant du Reich, mourut non pas de balles, mais de complications dues à une intoxication par des crins de cheval et à une septicémie. Dans ses derniers instants, alors que la terreur nazie semblait s'essouffler, Heydrich endura d'atroces souffrances, tandis que son empire s'apprêtait à réduire des villages en cendres en son nom. Joseph Gabčík, 27 ans, rencontra un problème avec son pistolet mitrailleur Sten, tandis que Jan Kubis, 28 ans, lança une grenade anti-char improvisée qui, au lieu d'atteindre la voiture, explosa contre la roue arrière, projetant des éclats d'obus et des fragments de céleri sur le corps de Heydrich. Le 27 mai 1942, l'architecte de la conférence de Wannsee, blessé, gisait rue Kirchmeier-Rowa à Prague, près de l'hôpital Bulovka, implorant son chauffeur de poursuivre ses agresseurs. Il s'agissait du SS Obergruppenführer qui avait transformé le massacre de masse en une procédure bureaucratique. Si vous appréciez les récits détaillés de la résistance historique, pensez à vous abonner. Votre soutien est essentiel à notre travail. N'hésitez pas non plus à indiquer votre ville d'origine dans les commentaires. Ces informations sont authentifiées grâce à des sources remontant au rapport d'autopsie du professeur Herwig Amperl 2004 du département de pathologie de l'Université Charles de Prague et à l'analyse médicale du Dr Bar Redefalk 2014, publiée dans le journal de l'Association médicale israélienne. Ces archives offrent une vision complète des réalités médicales et politiques de la mort de Heydrich. Poursuivons maintenant avec les détails. 72 jours auparavant, le 20 janvier 1942, à Villa Vanzi, près de Berlin, Heydrich avait orchestré une conférence qui avait déclenché le meurtre systématique d'environ 11 millions de juifs à travers l'Europe. 15 dignitaires nazis étaient donc réunis autour d'une table en acajou. Le compte-rendu relate les propos de Heydrich. La solution définitive à la question juive en Europe, la déportation et l'extermination. Un massacre industrialisé était prévu. Le ton était bureaucratique, mais l'objectif était bel et bien un génocide. Dès le printemps, les convois se dirigeaient vers Sobibor et Treblinka. Le 27 septembre 1941, au château de Prague, Hitler avait nommé Heydrich protecteur du Reich par intérim pour la Bohême-Moravie. En 3 jours, 92 Tchèques furent exécutés. En février 1942, Heydrich prévoyait entre 4000 et 5000 arrestations et entre 400 et 500 exécutions. La résistance était impuissante. Le premier ministre tchèque, Alois Elias, se retrouva dans une prison berlinoise, condamné à mort mais gracié en tant qu'otage. Les stratégies meurtrières portèrent leurs fruits. Le 28 octobre 1941, à Londres, jour de l'indépendance de la Tchécoslovaquie, la brutalité était manifeste. Le brigadier Colin Gubbins, chef des opérations du Special Operations Executive britannique, autorise l'opération Anthropode, du nom grec évoquant une forme humaine. Cette action clandestine vise à prouver que même les nazis les plus bestiaux peuvent être blessés. En Grande-Bretagne, 2000 soldats tchèques exilés suivent un entraînement. Parmi eux, 24 sont sélectionnés pour une formation spécialisée. 2 d'entre eux, l'adjudant Joseph Gabčík, originaire de Slovaquie, et le sergent-chef Jan Kubis, originaire de Moravie, sont désignés pour des missions d'assassinat. À Ryseg, en Écosse. En novembre 1941, ils achèvent 6 semaines d'entraînement commando dans les Highlands écossaises, axés sur le combat rapproché, le maniement des armes et l'utilisation d'engins explosifs. Leur progrès impressionne les instructeurs. Gabčík fait preuve d'une adresse au tir exceptionnelle. Kubis démontre un calme remarquable sous pression. Ils apprennent à neutraliser une cible mobile avec un pistolet mitrailleur Sten et des grenades anti-chars modifiées. Cependant, Karl Svoboda, initialement affecté à l'accompagnement de Gabčík, est remplacé suite à un accident lors d'un saut en parachute en montgolfière. Kubis prend son poste. Le 28 décembre 1941, à 22h, à la base aérienne de Tengmir, en Angleterre, un bombardier Halifax du 138e escadron de la RAF décolle dans l'obscurité hivernale, transportant Kubis et Gabčík, ainsi que 7 autres agents tchèques des groupes Silver A et Silver B. Leur mission consistait en de multiples opérations de sabotage à travers la Tchécoslovaquie occupée, bien que seuls 2 hommes sachent que leur cible était Reinhard Heydrich. Initialement prévu pour être largué près de Pilsen, un largage d'urgence est effectué près de Novi Sede, à l'est de Prague, en raison d'erreurs de navigation du sautier de la DCA allemande. 27 mai 1942. Panenska, Brazani, 10h15. Le protecteur du Reich par intérim monte dans sa Mercedes 320 cabriolet baie décapotable, dont la peinture verte brille sous le soleil printanier. Le SS Oberscharführer Johannes Klein est au volant. Pas de garde du corps, pas de blindage, pas de véhicule d'escorte.
L'excès de confiance de Heydrich était notoire. Il empruntait chaque jour le même itinéraire à la même heure, et ce jour-là, il conduisait sa voiture décapotable sans aucune protection. À 14 km du château de Prague, rendez-vous avec Berlin concernant son départ imminent pour la France, où la résistance s'intensifie. Matinée, quartier de Olszewicz, Prague. Joseph Falchik se positionne 100 mètres au nord, utilisant un miroir de poche comme signal. Le code? Un éclair signale l'approche de la Mercedes de Heydrich. Gabčík et Kubis restent à l'arrêt de tramway près du croisement des rues Kirchmeierova et Violosovekash. Le virage serré oblige tout véhicule à ralentir, ce qui en fait un lieu d'embuscade idéal. Ils surveillant cet endroit depuis des semaines, camouflés dans les fossés, chronométrant les virages, mesurant les distances. 10h32. La Mercedes négocie le virage. Gabčík enlève son imperméable et prépare son pistolet mitrailleur Sten. Un incident mécanique provoque un enrayage. L'arme dysfonctionne. Heydrich reconnaît l'agent slovaque et ordonne à Klein de s'arrêter. Le protecteur du Reich par intérim se lève dans la voiture décapotable, brandissant son pistolet Luger. Un bref instant d'excès de confiance nazie lui coûtera la vie. Kubis lance une grenade anti-char modifiée, dissimulée dans sa mallette. L'explosion déchire le passage de roue arrière, des éclats de métal et des crins de cheval provenant de l'intérieur de la voiture transpercent le flanc gauche de Heydrich, endommageant sa rate, son poumon et son diaphragme. L'homme s'effondre, hurlant de douleur, Klein poursuit Gabčík à pied, arme au poing. Une fusillade éclate dans la rue. Gabčík blesse Klein à la jambe, les deux hommes prennent la fuite dans des directions opposées. Kubis, blessé par des éclats de sa propre grenade, peine à suivre le rythme. Gabčík disparaît dans la foule matinale animée de Prague. Une Tchèque fait signe à un camion de livraison. Heydrich est transporté, semi-conscient et souffrant atrocement, sur la benne du camion. Destination? L'hôpital Bulovka, situé à 400 mètres. Urgence de l'hôpital Bulovka. 10h45, Dr Slanina soigne la blessure à la poitrine tandis que les SS encerclent le bâtiment. Le chirurgien en chef, le Dr Walter Dick, un Allemand des Sudètes du nom de Decht, se prépare à une intervention chirurgicale d'urgence. Le professeur Holbaum de l'université Charles est présent. Réexpansion du poumon gauche dégonflé. Extraction de l'extrémité fracturée de la 11e côte, suture du diaphragme déchiré, pose de drain et splénectomie totale. La rate contient des éclats de grenade et des crins de cheval provenant de tissus d'ameublement. L'intervention semble réussie. Berlin, le même jour, Heinrich Himmler apprend l'attentat. Immédiatement, le Reichsführer SS envoie son médecin personnel, le SS Brigadeführer Karl Gebhardt, à Prague. Gebhardt part pour Prague le soir même, accompagné du professeur Ferdinand Sauerbrock, chirurgien consultant et vieil ami de la famille Heydrich. L'équipe médicale représente l'élite de la chirurgie allemande. À leur arrivée, ils trouvent de leurs patients stables, conscients et semblant bien se rétablir. 28 mai, hôpital Bulovka, chambre 14. Heydrich est assis dans son lit, plaisantant avec les infirmières et mangeant des aliments solides. Sa femme Lena lui rend visite et lui apporte des plats faits maison. La plaie draine abondamment. Aucun signe d'infection grave, Gebhardt informe Himmler, température normale. Le patient répond bien au traitement. Le docteur Théodore Morel, médecin personnel d'Hitler, recommande l'administration préventive de sulfamide, un nouvel antibiotique. Cependant, Gebhardt refuse. Le patient semble se rétablir sans problème. Au même moment, Prague est le théâtre de la plus grande chasse à l'homme de l'histoire nazie. 10 000 SS et policiers investissent le protectorat, dressant des barrages routiers à chaque coin de rue, perquisitionnant les maisons et procédant à des arrestations massives. Dans un premier temps, Hitler ordonne l'exécution de 10 000 individus jugés politiquement indésirables, mais il fait marche arrière lorsque Himmler l'avertit que de telles actions pourraient nuire à la production de guerre dans cette région industrielle vitale. Néanmoins, la peur est généralisée. À la fin de la journée, plus d'une centaine de personnes sont en détention. Le 30 mai, Himmler se rend personnellement à Prague pour rencontrer Heydrich. Le Reichsführer SS trouve son protégé vigilant et optimiste. Ils discutent de la chasse à l'homme en cours, des projets de renforcement des mesures de sécurité et de la promotion attendue de Heydrich à Paris. Le 1er juin, Heydrich cite des vers d'un opéra de son père lors de leur discussion. « En vérité, le monde n'est qu'un orgue de barbarie que Dieu lui-même fait tourner. Tous doivent danser au son de son cylindre. » Pourtant, aucun des deux hommes ne perçoit l'ironie. Les recherches se poursuivent à Prague, quartier par quartier, avec des unités SS et de police. Des planques de la résistance sont découvertes et détruites. Les familles Moravec, Ogens et Svados abritent les assassins tout en conservant leurs contacts au sein du réseau. Gabčík et Kubis se cachent séparément, soignant leurs blessures, dans l'attente d'ordres d'exfiltration qui n'arriveront jamais. La direction de la résistance supplie Londres d'interrompre les opérations jugées trop coûteuses.
Le 2 juin, à la tombée de la nuit, l'état de Heydrich se dégrade soudainement. Une forte fièvre le saisit, son appétit diminue et les écoulements thoraciques s'intensifient, signe d'une infection généralisée. Malgré cela, le docteur Gebhardt garde espoir. Au XIIIe siècle, la médecine considérait le pus comme bénéfique et digne d'éloge, signe d'une bonne guérison. La médecine moderne commençait à peine à appréhender la nature mortelle de la septicémie. Le 3 juin, à midi, l'effondrement est brutal et soudain. Heydrich, assis pour déjeuner, est pris de convulsions et s'évanouit. Sa tension artérielle chute brutalement, son pouls s'accélère et devient filiforme, signe d'un choc septique. Lina Heydrich est appelée d'urgence de leur villa de Paninska Brazani. À son arrivée, elle trouve son mari délirant, en sueur, peinant à respirer. L'infection a pénétré dans son sang. L'équipe médicale s'active frénétiquement tout l'après-midi. Ils lui administrent une perfusion, des stimulants cardiaques et une oxygénothérapie. Pourtant, l'infection est désormais généralisée, s'attaquant à ses organes un à un. Les crins de cheval et les fragments de tissu de l'explosion ont créé des conditions idéales pour la prolifération bactérienne dans ses plaies. Le 4 juin 1942, à 4 heures du matin, une prolifération fulgurante de streptocoques et de staphylocoques se produit dans son sang. Cela fait 38 heures et 34 minutes que s'est déroulé l'attentat de la rue Kirchmayerova. Heydrich, chef du bureau principal de la sécurité du Reich, reprend brièvement conscience. Son épouse se tient près de son lit d'hôpital, ses dernières paroles sont « Ah, c'est toi, quel plaisir, j'espère te voir cet après-midi ». Lina, incapable de supporter la tension, reçoit un sédatif. Le personnel médical lui administre un sédatif. Avant qu'il ne se réveille, Heydrich a succombé. À 4h30, l'architecte de la solution finale et protecteur du Reich par intérim de Bohême-Moravie succombe à une septicémie généralisée provoquée par des crins de cheval et des débris de tissu d'ameublement logés dans sa rate lors d'une tentative d'assassinat manquée. Le certificat de décès, numéro 348, volume 1, article 1942, indique comme cause du décès une atteinte des organes internes due à un empoisonnement par une infection extrêmement virulente. L'autopsie commence 4 heures plus tard dans le bureau du directeur de l'hôpital, ce moment inhabituel laissant présager une sensibilité politique. Herwig Amperl, professeur à l'université Charles, pratique l'autopsie avec le médecin légiste Günther Werich. L'examen révèle une importante infection purulente des cavités thoraciques et abdominales, une embolie pulmonaire graisseuse, un œdème sévère des lobes supérieurs des poumons et aucune trace d'empoisonnement. La cause définitive est une septicémie. Cependant, l'autopsie incomplète, notamment l'absence d'examen des organes de la tête et du cou, laisse des questions sans réponse pour les générations futures. Le 7 juin, Hitler assiste aux funérailles de Heydrich à la chancellerie du Reich à Berlin et lui décerne les plus hautes décorations. L'ordre allemand, la médaille de l'ordre du sang, l'insigne des blessés en or et la croix du mérite de guerre de première classe avec épée. Himmler prononce l'éloge funèbre, louant Heydrich comme un national-socialiste de premier plan et un fervent défenseur du Reich allemand. En privé, Hitler exprime sa colère face à la négligence de Heydrich. Les actes de bravoure tels que conduire sans protection ou traverser des zones non sécurisées étaient considérés comme de la pure folie. La riposte fut méthodique et impitoyable. Le 9 juin, jour des funérailles de Heydrich à Berlin, des unités SS encerclèrent le village minier de Lieditz, l'impliquant faussement dans l'assassinat grâce à des renseignements manipulés par la Gestapo. 199 hommes et garçons de plus de 14 ans furent exécutés par groupe de 10. 195 femmes furent déportées au camp de concentration de Ravensbrück. 95 enfants furent de fait prisonniers, 81 périrent dans des camions à gaz au camp d'extermination de Chełmno. 8 furent adoptés par des familles allemandes. Le village fut incendié, rasé et rayé des cartes. Le 18 juin, Karl Kurta, membre du groupe de parachutistes Silvera, pénétra dans le quartier général de la Gestapo et trahit ses camarades en échange d'1 million de Reichsmarks. Il révéla leur nom, adresse et planque. Le dénouement eut lieu à 5 heures du matin le 17 juin. L'appartement des Moravec fut perquisitionné. Marie Moravec avala une capsule de cyanure dans la salle de bain pour éviter la torture. Atta, 17 ans, s'effondre sous l'interrogatoire en voyant la tête tranchée de sa mère exposée dans un aquarium. Le 18 juin, à l'aube, 700 SS encerclent la cathédrale orthodoxe Sainte-Cyrille et Méthode, rue Reslova. Dans la crypte, Joseph Gabchik, John Kubis et 5 autres parachutistes tchèques se cachent. Le siège dure 6 heures et fait appel au gaz lacrymogène, à des tentatives d'inondation et à des charges explosives. Les Tchèques ripostent avec des pistolets et des grenades jusqu'à épuisement de leurs munitions. Au lieu de se rendre, ils choisissent de mettre fin à leur jour avec leur dernière de balles. Cette tentative d'assassinat manqué d'un haut dignitaire nazi entraîne la mort de tous les participants. Cependant, l'énigme médicale demeure: comment des poils de cheval ont-ils pu tuer le boucher de Prague ?
La réponse réside dans la rencontre entre le savoir-faire chirurgical du 19e siècle et la brutalité du 20e siècle. Les sièges d'une Mercedes Hydrax contenaient des poils d'animaux traités avec divers produits chimiques et bactéries issues du tannage. Suite à l'explosion d'une grenade à fragmentation, ces fibres pénétrèrent dans ses organes vitaux, créant un environnement propice à l'infection. Malheureusement, ces chirurgiens, malgré leur expertise, ne disposaient pas des antibiotiques modernes. La pénicilline existait, mais elle était inaccessible à la médecine allemande. Ce médicament vital aurait pu le sauver, mais il était réservé aux forces alliées. Le refus du docteur Gebhardt d'administrer des sulfamides, le traitement antimicrobien le plus avancé d'Allemagne, reste sujet à débat. Certains historiens avancent des motivations politiques. Gebhardt était fidèle à Himmler, qui voyait en lui un rival potentiel pour le pouvoir d'après-guerre. En laissant le patient mourir de complications naturelles, le Reichsführer SS éliminait un adversaire dangereux tout en préservant les apparences. Bien que cette théorie ne puisse être prouvée, les tentatives ultérieures présumées de Gebhardt pour empoisonner Albert Speer, sur ordre d'Himmler, accréditent ses soupçons. Les répercussions de ces actes se sont fait sentir dans toute l'Europe. L'opération Anthropoïde témoigne du fait que les dirigeants nazis ne sont pas infaillibles. On observe tous les groupes de résistance, de la Norvège à la Yougoslavie. La destruction de l'Idus suscite une compassion internationale pour la Tchécoslovaquie, incitant la Grande-Bretagne et la France à rejeter officiellement les accords de Munich. Après la guerre, la Tchécoslovaquie sera reconstruite. Les pilotes tchèques et la RAF combattent avec une détermination accrue, conscients du sacrifice ultime de leur patrie pour la liberté. Au sein de la hiérarchie nazie, la disparition d'Heydrich crée un vide de pouvoir périlleux. Pendant plusieurs mois, Himmler supervise personnellement l'Office central de la sécurité du Reich, consolidant son pouvoir avant de nommer Ernst Kaltenbrenner à sa place. Un homme brutal, mais moins compétent. La solution finale persiste, mais sans le génie organisationnel d'Heydrich, la machine à tuer devient moins efficace et plus chaotique. Certains historiens supposent que sa mort a pu épargner des milliers de vies grâce à la réduction de l'efficacité bureaucratique. Les preuves médicales en témoignent. Le rapport d'autopsie secret du professeur Hamperl, datant de 60 ans et publié en 2004, révèle la véritable cause de son décès. Une septicémie systémique due à la présence de corps étrangers dans sa plaie. Aucune trace de poison, d'armes exotiques ou d'un programme clandestin britannique de guerre biologique n'a été trouvée. Ce sont plutôt des crins de cheval, des bactéries et les limites de la médecine des années 1940 qui ont causé sa mort. Ce haut responsable nazi, qui a supervisé le génocide comme une simple procédure administrative, a succombé à un fléau ancestral, les plaies infectées. Malgré cela, des questions demeurent. Pourquoi l'autopsie a-t-elle été pratiquée dans le bureau du directeur plutôt que dans une salle d'autopsie adéquate? Pourquoi les examens ont-ils été incomplets? Pourquoi le poids des organes n'a-t-il pas été consigné? Ces circonstances laissent présager une manipulation politique, même si les détails restent encore occultés dans les archives allemandes. Ce qui est indéniable, c'est que le 4 juin 1942, à 4h30 du matin, le troisième homme, le plus puissant d'Allemagne nazie, succombait à des complications qu'un service d'urgence de l'époque aurait pu gérer. Comble du paradoxe, l'arrogance d'Heydrich lui a coûté la vie à 2 reprises. 1. Son refus d'utiliser des gardes du corps ou des véhicules blindés a facilité son assassinat. 2. En ignorant les mesures de sécurité mises en place après l'attaque, il circulait librement dans une voiture décapotable suivant des horaires réguliers, permettant ainsi aux Tchèques d'organiser leur attaque. Un homme réputé pour sa planification précise et son efficacité brutale a trouvé la mort, se croyant invincible. Le 4 juin 1942, à 4h30 du matin, dans la chambre 14 de l'hôpital Bulovka de Prague, l'homme connu sous le nom de cerveau d'Himmler rend son dernier souffle. Dans ces derniers instants, il ne se souvient pas des idéologies nazies comme le Reich de Milan ou la solution finale, mais des opéras de son père et des mélodies de son enfance, avant le début des violences. Le dernier son qu'il entendit n'était pas le son d'une calèche, mais la symphonie matinale des oiseaux de Prague, faisant écho aux airs qu'il chantait avant l'occupation et après la libération. Si vous appréciez les récits détaillés de la médecine militaire comme celui-ci, pensez à vous abonner. C'est le moyen le plus efficace de soutenir notre travail. Cette analyse s'appuie sur des documents historiques tels que des documents d'entraînement du SOE, déclassifiés provenant des archives nationales britanniques, et le témoignage du docteur Karl Gebhardt lors des procès médicaux de Nuremberg, révélant l'interaction complexe entre politique, médecine et résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Entrons maintenant dans le détail. À l'aube, à Prague, les ouvriers se rendent à leurs usines et les enfants à l'école sous les drapeaux nazis. Malgré les apparences, la ville a changé. Celui qui a semé la terreur en Tchécoslovaquie n'est plus. La résistance a remporté une victoire inattendue et,
Dans tout le protectorat, les familles se rassemblent autour de radios dissimulées, écoutant les nouvelles diffusées à voix basse. Le boucher de Prague a trouvé la mort. Dans la maison sûre de la famille Moravec à Prague, le 4 juin à 2 heures du matin, Marie Moravec est incapable de dormir. Son fils Atta, âgé de 17 ans, s'agite dans la pièce voisine. 14 heures plus tard, les troupes SSS encercleront leur immeuble inconscientes de leur sort. Elles ignorent que Marie est sur le point de succomber au cyanure et qu'Atta sera interrogé sans pitié jusqu'à ce qu'il craque. Pendant ce temps, à 400 mètres de là, à l'hôpital Bulovka, l'homme qu'ils ont aidé à l'assassiner rend son dernier souffle. Le mécanisme de représailles était enclenché avant la mort de Heydrich. Le Standartenführer Horst Böhm, chef de la police de sécurité de Prague, avait dressé des listes de suspects potentiels peu après l'attentat. Les arrestations massives commencèrent à l'aube du 28 mai. L'étau se resserrait inexorablement, piégeant les membres connus de la résistance, leurs familles et toute personne liée au gouvernement londonien en exil. Au moment où Heydrich mourut, plus de 3000 personnes étaient en détention. Pourtant, la véritable horreur restait à venir. Le 4 juin, à 6 heures du matin, la nouvelle de la mort de Heydrich parvient au quartier général d'Hitler en Prusse orientale. Fou de rage, Hitler réfléchit. On ne peut ignorer cet assassinat. Cependant, les représailles doivent y servir des fins politiques les plus importantes. Un nombre insuffisant de victimes nuit à la réputation des nazis. Un nombre excessif de victimes paralyse la production de guerre tchèque. La solution ? La terreur ciblée, anéantir certaines communautés tout en épargnant d'autres, en guise d'avertissement contre le prix de la résistance. La clé réside dans une lettre d'amour de Václav Žija à Anna Maraš-Čaková, écrite pour mettre fin à leur liaison, dans laquelle il prétend avoir agi sur la base de Heydrich. Jaroslav Pala, un industriel, découvre et signale cette lettre par erreur le 3 juin. Bien que Žija n'ait aucun lien avec l'assassinat, sa maîtresse accuse faussement Joseph Horak, un habitant de Litis servant dans la RAF en Grande-Bretagne, en fabriquant de fausses preuves, en inventant des liens et en fournissant un prétexte valable pour la destruction. Le 9 juin, à 5 heures du matin, les SS et la police militaire encerclent Litis. L'opération était méticuleuse. Toutes les lignes téléphoniques sont coupées. Toutes les routes sont barricadées. Chaque habitant est recensé. Les hommes et les garçons sont séparés des femmes et des filles sur la place du village. Ceux âgés de 14 ans et plus seront exécutés. Les femmes seront déportées. Les enfants disparaîtront. Les massacres commencent à 6 heures du matin par groupe de 10 hommes conduits au mur de la ferme de Horak, où les attendent des mitrailleuses du bataillon de police de sécurité. À 10 heures, 199 personnes sont mortes. Leurs corps sont recouverts de paille et d'essence avant d'être brûlés. Les dépouilles sont dispersées dans les champs environnants. À la tombée de la nuit, Litis n'existe plus. Les bâtiments sont rasés, les puits remplis de débris. Même le cimetière est anéanti, les tombes détruites. Cependant, 95 enfants, âgés de 1 à 16 ans, sont entassés dans des camions et conduits dans un centre de détention à Gneisenau. Des spécialistes ratio nazis évaluent chaque enfant selon ses caractéristiques allemandes. 8 enfants répondent aux critères et sont envoyés dans des familles allemandes pour être rééduqués. 87 personnes sont envoyées au camp d'extermination de Chelmno et tuées à coups de camions à gaz, les unes après les autres. Leurs noms sont consignés dans les registres allemands d'efficacité. Les jumeaux Anusewa, âgés de 6 ans, Václav Zelenka, âgé de 8 ans, Marie Dolojalova, âgée de 4 ans et d'autres périssent pour le crime d'appartenir au mauvais village. Le monde entier assiste, horrifié. Les journaux britanniques publient des images des décombres fumants. Radio Free Europe annonce les noms des victimes. À Londres, le gouvernement tchécoslovaque en exil commence à mesurer le coût de l'opération Anthropoid. Le président Beneš se demande en privé si un tel carnage justifiait ces assassinats, mais affirme publiquement que la résistance est essentielle à l'honneur national. Le 24 juin, le village de Lejaki subit le même sort. Ses 33 habitants adultes sont exécutés. 2 enfants survivent grâce à leurs origines allemandes. Le village disparaît des cartes. Le schéma était clair, non pas une brutalité gratuite, mais une démonstration de force délibérée. Ces lieux n'ont pas été détruits parce qu'ils abritaient des assassins, mais bien pour servir les objectifs éducatifs nazis. Les morgues de Prague débordent de cadavres, des pères fusillés pour leurs fils, soupçonnés d'activités illégales, des mères déportées pour leurs maris, pour des raisons politiques, des enfants orphelins à cause de leurs grands-parents, pour des raisons de loyauté. À la fin de l'année, les archives nazies recensent 1340 exécutions directement liées à la mort de Heydrich. Le nombre réel, incluant ceux qui périssent dans les camps ou sous la torture, avoisine les 3000. Cependant, la résistance prolifère comme une infection à travers l'Europe occupée.
La nouvelle de l'assassinat réussi parvient au groupe de partisans de la Yougoslavie à la France. Si Heydrich a pu être tué, n'importe quel nazi peut l'être. Le mythe de l'invulnérabilité germanique s'effrite. Les chefs de la défense, qui prônaient la patience, appellent ainsi désormais à l'action. La mort du boucher devient un cri de ralliement à travers le continent. 20 août 1942. Camp de concentration de Mauthausen, Autriche. Le dernier des conspirateurs anthropoïdes Wuis s'éteint. Le jeune Atom Ravek, contraint de trahir ses camarades de la résistance, est exécuté avec son père. Après des heures d'interrogatoire par les SS, il succombe, ses dernières paroles révélant les noms de ses camarades tombés au combat, Gabčík, Kubiš, Opalka, Valčík, tous des héros. L'énigme médicale entourant la mort de l'architecte de ce massacre systématique s'épaissit de mois en mois. Comment un auteur de crime aussi grave a-t-il pu mourir de causes ordinaires? Les dossiers médicaux du docteur Gebhardt, consultés des décennies plus tard, révèlent des irrégularités troublantes. Non-respect des protocoles standards, refus des médicaments prescrits, un patient qui aurait dû survivre a été laissé mourir. Certains chercheurs avancent de l'hypothèse qu'Himmler a instrumentalisé cet assassinat pour éliminer une menace potentielle. D'autres soutiennent que Gebhardt a simplement craqué sous la pression. La vérité se cache dans des documents classifiés. Cependant, de nouvelles pistes émergent de sources inattendues. En 1970, Gochang, sous la direction du professeur Hamperl, le pathologiste qui a pratiqué l'autopsie de Heydrich, a accordé une rare interview. Le décès fut attribué à un choc anémique plutôt qu'à la septicémie initialement déclarée, avec une embolie graisseuse pulmonaire au lieu d'une infection. Cette distinction est lourde de conséquences. L'embolie suggère des complications chirurgicales, contrairement à la lente agonie bactérienne décrite dans les documents de l'époque. Les scénarios possibles sont complexes. Si Heydrich a succombé à une embolie graisseuse provoquée par des particules ayant pénétré dans le sang pendant l'opération, sa mort aurait pu être évitée grâce à une meilleure expertise chirurgicale. S'il est mort d'une septicémie due à des crins de cheval contaminés, l'assassinat fut d'un succès fortuit. S'il est mort suite à une négligence médicale délibérée, Himmler a peut-être orchestré le meurtre de son propre protégé. 3 théories, mais aucune preuve concrète. En mars 1943, à Berlin, le siège de la sécurité du Reich, sous la nouvelle direction d'Ernst Kaltenbrunner, successeur de Heydrich, hérita d'une montagne de rapports non lus. Les déportations accusèrent du retard. La machine à tuer continuait de fonctionner bien que moins efficacement. Les analyses historiques suggèrent que la mort d'Heydrich a perturbé les opérations de l'Holocauste au point d'épargner potentiellement des dizaines de milliers de vies, involontairement et en raison de confusion bureaucratique. Le bilan des conséquences commence maintenant. 2 soldats tchèques formés en Grande-Bretagne ont assassiné le 3e plus haut dignitaire nazi, mais leur acte a déclenché des représailles qui ont coûté la vie à 3000 civils. Était-ce justifié? Cette question hante encore les survivants. Lyubosha Fridjava, qui a perdu toute sa famille pendant les purges, affirme que la résistance était essentielle à la fierté nationale. František Seidel, seul homme adulte survivant de l'IDIS durant toute la guerre, soutient qu'aucun objectif politique ne peut compenser un tel carnage. Ces 2 points de vue sont valables, pourtant ils sont tous deux erronés. Les gains quantitatifs de la résistance ne se mesurent pas en vie sauvée contre vie perdue. Le véritable triomphe est symbolique. Il démontre que les dirigeants nazis étaient mortels, que l'occupation était temporaire et que les petites nations pouvaient riposter aux puissances impériales. Le succès de la résistance résidait dans sa capacité à ne pas assassiner Heydrich, mais plutôt à démontrer que le Reich millénaire reposait sur des fondements humains vulnérables aux armes humaines. En décembre 1942, 6 mois après l'assassinat, la cathédrale orthodoxe Saint-Cyrille et Méthode de Prague restait close, sa crypte verrouillée. Malgré les restrictions allemandes, les habitants continuèrent de déposer des fleurs à l'entrée et les enfants dessinaient sur les murs en hommage aux combattants tombés au combat. La résistance avait beau avoir été écrasée, elle n'était pas anéantie. De nouvelles alliances se formaient autour de la légende de l'anthropoïde. Ironie du sort, les événements reviennent à leur point de départ. Le docteur Karl Gebhardt, médecin personnel de Heydrich, fut jugé à Nuremberg pour crimes de guerre médicaux. Ses agissements envers les femmes polonaises à Ravensbrück, le refus de soigner les prisonniers blessés et son implication dans les programmes d'euthanasie nazis furent révélés. Interrogé sur la mort de Heydrich, Gebhardt affirma que tout avait été mis en œuvre. En juin 1948, un homme sceptique est exécuté à la prison de Landsberg. Cet événement survient 6 ans après la mort de son célèbre patient. La théorie du crin de cheval se transforme en légende, alimentée par des récits de poisons exotiques et d'armes clandestines. Des allégations suggèrent que les services de renseignement britanniques auraient contaminé des grenades avec des agents biologiques. Pourtant,
La réalité est moins sensationnelle mais tout aussi mortelle. Une combinaison de tissus d'ameublement automobile de l'ère industrielle et de méthodes d'infection médiévale. Point de complot nécessaire, simplement des bactéries, des textiles et les limites de la médecine de guerre. Nous sommes à Prague le 4 juin 1992, un demi-siècle après l'assassinat. Václav Havel, dramaturge et président de la Tchécoslovaquie libérée, prononce un discours lors d'une cérémonie commémorative. Il cite les noms de Joseph Gabčík, Jan Kubiš, Adolf Opalka, Joseph Bublik, Jaroslav Schwarz, Jan Ruby et Joseph Alčík, 7 jeunes hommes qui ont choisi la mort plutôt que la servitude. Selon Havel, leur sacrifice souligne que même la tyrannie la plus profonde recèle les germes de sa propre chute. L'hôpital Belovka existe toujours, la chambre 14 étant intégrée à un service de cardiologie moderne. Cependant, une simple plaque commémorative marque l'endroit où Heydrich a rendu l'âme. Peu de touristes fréquentent ce lieu car son histoire est complexe et moralement ambiguë. Les figures des héros, des victimes et des bourreaux s'entremêlent d'une manière qui rend toute narration simple difficile. Les guides tchèques privilégient souvent les récits de résistance aux représailles, mettant l'accent sur la bravoure plutôt que sur le coût humain. Pourtant, les dossiers médicaux demeurent. Les rapports d'autopsie du professeur Hamperl, déclassifiés en 2004, offrent la version définitive. Cause du décès, une infection systémique consécutive à l'introduction de corps étrangers dans ses plaies. Ni poison, ni complot, ni agent biologique mystérieux, simplement des crins de cheval et des bactéries, succombant à la progression inexorable d'une septicémie. L'homme qui administrait la bureaucratie du génocide a connu une fin similaire, victime des mêmes infections qui ont emporté les paysans du Moyen-Âge. Dernière révélation. En 1996, des enquêteurs tchèques ont mis au jour des charniers au cimetière de Doksy. À la recherche des restes de l'équipe d'anthropoïdes, on découvre des traces d'inhumation hâtive, une tentative d'effacement des traces historiques à la chaux vive. Malgré leur état, les corps ne peuvent être identifiés individuellement, mais l'examen médico-légal confirme la présence de 7 hommes adultes dont l'âge correspond à celui des victimes identifiées. Ils sont inhumés avec les honneurs militaires lors d'une cérémonie en présence d'anciens combattants des forces spéciales britanniques, d'anciens officiers supérieurs et de survivants de la résistance tchèque. Parmi les personnes présentes se trouve Gillian Alcrow, fille du lieutenant-colonel Ernst van Marik, qui avait entraîné Kubiš et Gabčík en Écosse. Elle portait des lettres, écrites par les soldats des Tchèques durant leur dernière semaine en Grande-Bretagne. Ces lettres révèlent de jeunes hommes conscients de s'embarquer pour une mission suicide, mais résolus à riposter contre l'occupation. « Nous savons que nous ne reviendrons peut-être pas », écrivait Kubiš à sa sœur, « mais certaines choses valent la peine de mourir. » La boucle est bouclée avec la création d'un musée. La crypte de la cathédrale sert de mémorial, marquant le site d'une bataille décisive. En descendant les marches de pierre, les visiteurs peuvent voir l'endroit où chaque homme a trouvé la mort. Des traces, comme des impacts de balles dans les murs et des marques d'inondation dues aux tentatives allemandes de submerger les défenseurs, restent visibles. C'est un sombre rappel d'une brève période où 7 Tchèques ont tenu tête à 700 soldats SS, préférant la mort à la reddition. L'atmosphère vibrante de la ville contraste fortement avec cette histoire tragique. Touristes et commerces animent les rues de Prague, où l'on croise souvent des Mercedes de luxe. Les guides soulignent parfois l'ironie. La ville qui se cachait autrefois sous le joug nazi accueille aujourd'hui des visiteurs du monde entier, appréciant sa liberté et sa culture. L'occupation, considérée comme éternelle, n'a duré qu'une fraction de 7 ans. La résistance, en apparence vaine, a déclenché une révolte continentale. L'homme qui se croyait intouchable a succombé à des poils de cheval et à des bactéries, démontrant que même la tyrannie la plus redoutable peut s'effondrer face aux plus vieux ennemis de l'humanité, le courage et la maladie. Qu'à 4h30 du matin, le 4 juin 1942, le dernier souffle. Dans son délire, Heydrich perçoit-il les visages de ses victimes, les enfants entassés dans des wagons à bestiaux, les familles brisées par ses édits, les villages disparus des cartes. L'histoire ne relate pas ses dernières pensées, seulement ses derniers mots. Une supplique pour voir sa femme cet après-midi-là, adressée à une femme déjà droguée pour atténuer l'agonie de voir son mari mourir. Les médecins recouvrent de draps le corps de celui qu'on surnommait l'intellect d'Himmler. Dehors, Prague s'éveille à l'annonce d'une nouvelle qui se répandra dans toute l'Europe occupée. Le boucher était mort. À Londres, la BBC proclame que le protecteur temporaire du Reich a succombé à ses blessures. À Berlin, Hitler fulmine, furieux que l'homme au cœur, soi-disant de fer, ait en réalité des organes mortels. Et dans les villages et les villes disséminées à travers le continent, les résistants apprennent que 2 jeunes Tchèques ont sacrifié leur vie pour transmettre ce message. Même les dieux du nazisme peuvent te saigner.
Le médecin légiste conclut son rapport, certificat de décès numéro 348, Reinhard Tristan Jürgen Heydrich, âge 38 ans. Cause du décès, septicémie consécutive à un traumatisme. La terminologie officielle masque la gravité de l'événement. L'instigateur de cette solution ultime trouve la mort sous l'effet de crins de cheval et de bactéries. L'individu qui a transformé le génocide en un processus bureaucratique est vaincu par une médecine archaïque, le nazi croyant à la supériorité raciale, terrassé par des organismes microscopiques indifférents à toute notion de race supérieure. Pourtant, le verdict final de l'histoire reste muet aux abords de Prague. En 2009, des experts médico-légaux retournent dans un cimetière désaffecté. Munis d'un radar à pénétration de sol et d'un matériel de prélèvement d'ADN. Ils découvrent de la terre remuée, des résidus de chaux vive, des fragments d'os et de métal, les vestiges de l'opération anthropoïde, réduits à l'état de charnier. 7 noms gravés sur une stèle symbolisent des dizaines de fragments d'os non identifiables que la science est incapable de distinguer. La technologie existe pour extraire l'ADN, pour donner un nom aux morts anonymes. Mais les autorités tchèques s'y refusent. Certaines énigmes doivent rester insolubles. Des héros anonymes comme Gabčík et Kubíč, qui ont éliminé Heydrich, ont péri en accord avec leurs convictions durant leurs derniers mois. Unis non par leur identité mais par un but commun inébranlable, ils sont restés sans nom. La preuve irréfutable provient des archives britanniques, déclassifiées en 2012, qui révèlent que leur mission était une opération suicide. Aucun plan d'évasion ni stratégie d'extraction n'avait été prévu. Ils ont été envoyés à la mort et ils en étaient pleinement conscients. Leurs lettres à leur famille, auparavant censurées mais conservées dans les archives des services de renseignement, révèlent de jeunes hommes qui comprenaient qu'ils sacrifièrent leur vie pour un triomphe symbolique. « Nous allons volontairement à la mort », écrivait Gabčík à sa mère en slovaque, car certains actes valent plus que la vie elle-même. La censure avait occulté cette phrase en 1941. 70 ans plus tard, ces mots ont refait surface pour résumer les derniers instants de Reinhard Heydrich. Non pas tué par les armes britanniques ou la bravoure tchèque seulement, mais par la détermination humaine fondamentale à combattre la tyrannie, quel qu'en soit le prix. 4h31. Dans une chambre d'hôpital à Prague, l'ingénieur des massacres industriels trouve la mort. Il succombe à des infections bactériennes identiques à celles qui ont emporté d'innombrables prisonniers des camps, victimes de ses propres machinations. Justice poétique ou simple coïncidence historique? La frontière est floue, le boucher de Prague n'est plus. La résistance a triomphé dans ce combat qui semblait impossible. Et tandis que l'aube se lève quelque part, 2 voix tchèques font écho à l'ultime vérité. L'empire millénaire n'a duré que 12 ans et 4 mois, terrassé par des poils de chevaux, la septicémie et le refus inflexible de l'humanité d'accepter l'intolérable.